En fait, on se sent seul parce qu'on manque de connexion humaine. On est un animal social et d'ailleurs, on n'a pas perdu cette compétence à être social. Quand tu vas dans les dîners Time Left, les gens, au bout de 5 minutes, c'est des pipelettes, quoi. Ça parle, ça rigole. On sait ce que se connecter entre nous. Ce qui nous manque, en fait, c'est un moment dans la semaine ou un espace pour le faire. Avant, t'allais dans l'ascenseur, tu disais bonjour aux gens. Maintenant, tout le monde est sur son tel, donc on se parle plus. Avant, t'allais voir tes potes après le bureau. Maintenant, tu passes 1 heure sur TikTok, tu regardes du Netflix, etc. Donc, les nouvelles technologies nous ont rendus isolés les uns des autres, et c'est ça la vraie problématique. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Time Left, c'est juste un moyen très simple, en un clic, tu vas te retrouver mercredi prochain assis à une table avec des gens, quoi. Et donc ça, c'est un shot de connexion humaine, et c'est ça qui fait du bien. Salut Maxime. Salut. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans les bureaux Time Left qui sont très très beaux. On est en plein Paris. Yes. Merci d'avoir accepté du coup mon invitation pour parler de mental aujourd'hui. Question un peu d'intro, qu'est-ce qui t'a fait envie de parler de mental avec moi déjà, on a eu un bon moment la dernière fois autour d'un dîner et je trouvais la thématique sympathique et c'est un sujet aussi qui me tient à cœur. Donc je me suis dit si on pouvait avoir une discussion intéressante tous les deux, pourquoi pas. Top, super. Et alors aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, un peu de ton parcours. On va revenir sur tes premières années d'entrepreneuriat, Minute Buzz, sur Time Left évidemment, et puis parler notamment d'un défi que tu as réalisé que je trouvais intéressant sur l'aspect mental d'ultra running, on va dire. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être, sans faire tout ton historique de vie, nous redire, tu vois, comment t'es arrivé en fait à te lancer sur Minute Buzz, sur l'entrepreneuriat assez jeune? Est-ce que t'as eu une enfance, tu vois, où l'entrepreneuriat était présent par tes parents ou pas du tout? Est-ce que qu'est-ce qui t'a rapidement, tu vois, mené à ça? Alors non, pas du tout, 2 parents médecins, donc on peut assimiler ça à l'entrepreneuriat, mais un autre style d'entrepreneuriat, on va dire. Donc non, rien ne me prédisposait à être entrepreneur. Moi, je pense que de toute façon, on devient pas entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, mais on le devient. À 18 ans, j'ai commencé à faire des soirées à Paris et de fil en aiguille, j'ai dû monter une structure pour facturer. Ça m'a fait créer ma première URL quand j'avais 18 ans. Et donc j'ai fait 22 ans d'entrepreneuriat, donc 7 ans dans le monde de la nuit et de l'événementiel. Et j'ai à un moment voulu changer de carrière, enfin en tout cas d'environnement. Et j'ai créé un journal des bonnes nouvelles qui s'appelait Minute Buzz en 2010 et qui en 10 ans était une boîte à la fin qui faisait de 90 salariés, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en brand content et qu'on a revendu à TF1 de 2017. Je suis resté 3 ans jusqu'à fin 2019 et ensuite Time Left pour en parler. Super. Est-ce que tu te souviens avoir dû gérer, tu viens de le dire, une grosse équipe quand même au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu te souviens avoir pris conscience et du coup devoir gérer mentalement cette charge d'équipe, ces sujets d'entrepreneur au quotidien, ou est-ce que par le fait que tu étais quand même très jeune encore à l'époque, il y avait une certaine légèreté et c'était un peu un jeu, ou quand même on peut pas parler de jeu? Pour répondre à ça, je dirais que j'ai un super pouvoir, c'est que je dors très très bien et je pense que le sommeil m'aide beaucoup à encaisser mes journées. Et la deuxième, c'est que quand j'étais plus petit, je suis tombé dans le sport et le sport m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et le sport a été un vrai moyen de survivre ces années d'entrepreneuriat. Et après, je pense que le cerveau humain est quelque chose d'incroyable avec une certaine élasticité. Et ce que j'arrive à gérer maintenant, c'est juste parce que j'ai 20 ans d'expérience derrière moi. Et donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris au fur et à mesure. Il y a eu des moments très durs, j'ai fait de burn-out, j'ai pleuré à plein de moments dans ma carrière d'entrepreneur. Mais voilà, tu vois, tu survis, quoi. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Ouais, comme on dit. Et qu'est-ce que tu faisais comme sport à l'époque, du coup, de Minute Buzz? J'ai commencé, je voulais être basketteur pro jusqu'à 18 ans. Après, j'ai fait 10 ans salle de sport, un peu à me chercher. C'était juste pour m'entretenir. C'était plutôt esthétique qu'autre chose. Et c'est que vers à la fin de Minute Buzz où j'ai commencé à faire ma liste de rêves et je suis entré dans des défis sportifs un peu plus courageux ou impressionnants, on va dire. Le premier, c'était de faire un combat de boxe amateur, donc je me suis entraîné pendant 7 mois et après je suis tombé dans le triathlon, donc triathlon olympique pour apprendre à nager parce que je savais pas nager à 34 ans. Puis demi-Ironman, puis Ironman, et entre les deux, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, une course de 100 km. On m'a acheté une corde à sauter qui compte les tours et en 2021, j'ai fait 1 million de sauts à la corde à côté, de la corde à sauter. Donc je suis monté en gamme en termes d'exploits sportifs, on va dire. Ok. Et ça, on y reviendra, mais est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore, tu vois, des gros sur ta bucket list, des gros défis sportifs comme ça que t'as envie de faire
J'en ai un qui arrive là en avril. Je fais l'Aerox en catégorie pro. Donc ça, je m'entraîne tous les jours à pousser des trucs très lourds et à courir très vite. J'ai fait mon Ironman il y a quand même que 4 mois, donc c'était quand même assez récent. Est-ce que j'ai d'autres trucs physiques? Non, pas forcément. Non, pas, ça me vient pas en tête, non. Ok, ça marche. Si on revient du coup pour clôturer ce chapitre Minute Buzz, il y a une date, on a parlé à maintes reprises, l'idée pas de tout redétailler, mais encore une fois de prendre sur le prisme un peu du mental. Octobre 2019, si je dis pas de bêtises, donc fin de mon histoire. De l'histoire avec Minute Buzz. Est-ce que tu peux alors sans redétailler minute par minute la journée, mais quand même raconter parce que c'est quand même, je crois que ça a été vraiment brutal et que tu t'attendais pas à cette journée-là. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus, nous raconter un peu comment ça s'est passé et puis surtout l'impact toi, tu vois, mentalement, comment tu réagis et comment tu vis ça les jours d'après, quoi. Pour mettre du contexte, donc je revends avec mon associé, on revend une partie de la boîte, enfin la majorité de la boîte à TF1 en 2017 et on devait rester 3 ans et on avait une autre partie du chèque qui devait tomber fin 2019, basée sur les performances de l'année 2019 et les performances commençaient à être très bien et donc nous on pensait qu'on allait être félicités, mais le 13 ou le 14 octobre on apprend qu'on va être licencié du jour au lendemain et donc ça a été très dur. Alors il s'est passé en 2 temps. La première c'est qu'on a eu l'annonce le mardi, je m'en souviens du jour, je me souviens plus la date mais c'était un mardi, on est convoqué et là ils nous remettent une feuille de papier sur lequel il y a l'ordre du jour du conseil d'administration exceptionnel qui aura lieu dans 4 jours et on apprend que l'ordre du jour de ce conseil d'administration c'est donc la démis de mes fonctions et mon associé aussi. Donc là, choc, un peu sonné, tu vois. Donc évidemment, au premier réflexe, tu trouves des défenses, t'appelles des avocats et t'essaies de voir est-ce que c'est possible, est-ce qu'ils ont le droit, qu'est-ce qui se passe. Et ça monte un peu en pression parce que tu dois être dans le secret, faut pas le dire à tes employés. Enfin, c'était un peu bizarre cette semaine. Et vendredi midi, on va à la tour. On arrive à midi et à 1h, je pense que je sors de la tour, donc dépossédé de ce qui a été ma vie pendant 10 ans. Et là, j'éclate en sanglots. Il y a un vrai moment douloureux. Ensuite, il y a une phase de hargne, et très, tu vois, en colère de ce qui se passe. On prépare l'attaque, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Donc en fait, les 2 mois qu'on suivit étaient assez riches et en émotions, à la fois up and down. On a des discussions qui commencent mais qui vont nulle part, ça rouvre, ça referme, donc c'était assez dense. Et ensuite on arrive à enterrer l'âge de guerre au dernier moment, on se dit bon ouais, on va tourner la page. Et tourner la page, ça a été un moment de relâchement complet. Et ça a été aussi le début de quelque chose de très beau dans ma vie, qui a été 2 ans à voyager et à réaliser mes rêves. Maintenant je peux le dire, mais c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée de m'être fait virer de ma boîte, quoi. Ok. Et est-ce que ça faisait partie de tes projets, du coup de partir, en effet, t'es parti voyager. Est-ce que tu savais que tu le ferais un jour, tu voulais, ou est-ce que du coup ça s'est présenté? Non, c'est pour ça que je suis content de ce coup dur qui me soit arrivé, parce que j'étais très franco-parisien, je voyageais pas plus que ça, et puis quand je voyageais, j'allais dans l'hôtel du centre de la ville et c'était pas non plus l'aventurier, et d'être dépossédé comme ça du jour au lendemain et d'avoir perdu un peu de sens de ce qui faisait le sens de ma vie, parce que de nos jours, enfin même pas de nos jours, depuis toujours, t'es identifié à ce que tu fais dans la vie. Donc là, je faisais plus rien. Et donc ça m'a donné envie de faire des rencontres, j'ai rencontré des gens, ça m'a fait réaliser que il était peut-être temps de réaliser mes rêves. Et voyager faisait partie des rêves, évidemment. Donc j'ai pris un ticket pour aller en Australie, pour rester 1 mois, et au final je suis resté 3, puis il y a eu le Covid, donc je suis resté 6 mois là-bas. C'était très sympa. Et j'ai beaucoup voyagé pendant les 2 années de Covid. J'ai eu la chance de pouvoir voyager. Ok. Et comment est-ce que là ça a été une espèce de retraite, repos, se vider la tête après toutes ces années intenses? Est-ce que tu commençais déjà à te dire ok, c'est quoi la prochaine étape? Comment t'as vécu cette période? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'ai mis beaucoup d'énergie à être occupé, donc à réaliser mes rêves. J'en réalisais chaque semaine. J'étais focus sur ça. Puis je remplissais mes journées. Donc je me suis dit, allez, je vais me faire une vraie perfect morning routine. Donc 1 demi-heure de yoga tous les jours. Je lisais un bouquin par semaine. Donc j'avais vraiment, je remplissais le vide quelque part. J'ai jamais vraiment réussi à m'arrêter. Et en fait, c'est arrivé très vite, parce que 6 mois après, quand le Covid arrive et que je vois les gens déprimés à l'idée de ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, on a la première idée de Time Left. Donc ça va, j'ai très vite remis le pied à l'étrier quand même. Ok.
Et donc Time Left, est-ce que tu peux nous raconter, je crois qu'il y a eu beaucoup de pivots, ouais. Un peu la première idée et puis comment t'es arrivé à aujourd'hui cette version un peu finale. Voilà, première idée et le nom vient de là. What do you want to do with the time you got left? C'était une plateforme où tu pouvais échanger des rêves. Donc tu disais les rêves que tu voulais faire, puis tu voyais les autres personnes qui voulaient faire. Donc ça te permettait d'avoir de l'inspiration. C'était un vrai shot d'inspiration à l'époque. Et on se dit on sait pas trop ce qu'on va faire de ça, mais c'était marrant. Il y avait plus de 5000 ou 6000 rêves soumis sur le site. Et ensuite, on se dit, si on sait de quoi rêvent les gens, peut-être qu'on peut les matcher. Donc, la première idée sur laquelle on a levé 2 millions, c'était de se dire, on va matcher les gens qui ont les mêmes rêves. Et ensuite, on part aux US pour essayer de lancer ça marche pas. Parce que les rêves, c'est souvent très grand, très vague. Bon, t'as pas forcément envie de faire le Kilimanjaro avec moi, et pourtant, on est le match de la journée. On revient à Lisbonne, où mon associé vivait. Là, on se dit, on va connecter des inconnus avec des trucs à faire en ville, plus facile à faire. Mais si tu mets un homme et une femme ensemble, l'homme va essayer de séduire la femme, donc ça marchait pas, ça ressemble à une app de dating. Ensuite, on va faire des groupes d'inconnus avec des choses à faire en ville, mais c'était difficile de trouver quelque chose que tout le monde veut faire. Et donc, il y a 1 an et demi, on a trouvé cette idée de dîner entre inconnus et de faire des groupes d'inconnus qui ne se connaissent pas, mais qui vont aller manger au restaurant ensemble. Et on a réussi à scaler le truc très fort l'année dernière. Donc maintenant, on est dans 65 pays, 325 villes. Et demain soir, on sera mercredi, on a plus de 25 000 personnes qui vont dîner ensemble dans 2000 restaurants à travers le monde. Incroyable. 25 000. Et de mois en mois, ouais, ça continue à... Ouais, la croissance, sur les 14 derniers mois, on a 25% de croissance en moyenne par mois. Ok. Et l'équipe aujourd'hui, du coup, tu retrouves une équipe à peu près similaire à celle que tu avais à l'époque Non, complètement différent. Ouais. C'est ça qui m'excite le plus chez Time Left, c'est que Minbus était franco-parisien, on était tous dans le même building, tout le monde était français, tout le monde était, là, on est plus une boîte internationale, on parle toujours en anglais, on est présent dans 65 pays, on fait donc beaucoup de trucs différents, et donc non, c'est pas le même mindset et c'est surtout pas la même vitesse. Ce que j'ai fait avec Time Left, je vais faire 3 fois plus que Minbuzz en 2 ans alors que j'ai mis 10 ans avec Minbuzz, quoi. Donc non, ça va beaucoup plus vite. Ouais, ok. Ouais. Du coup, il y a un certain lien entre les projets que tu as un peu toujours initiés avec le social et l'humain. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que toi, t'es attaché à l'humain, aux rencontres? Est-ce qu'il y a un lien qui fait que... je pense que je suis une représentation de mon produit. Je suis un super connecteur. J'adore rencontrer des gens. Je suis très extraverti. Je me fatigue pas quand je fais plein de soirées et plein de dîners. Donc, non, j'ai toujours été dans la rencontre. J'ai commencé la nuit à organiser des centaines de soirées. Après, j'étais très présent dans les médias. Je faisais beaucoup d'interviews, beaucoup de contenu. Donc, j'ai toujours eu ce truc-là en moi. Et là, j'arrive à le faire à scale. Donc, c'est cool. Ouais, c'est hyper bien. Et du coup, tes journées, semaines et mois sont intenses. Aujourd'hui, comment tu fais, toi? Et on entend beaucoup d'histoires d'entrepreneurs ou même de pros qui partent en burn-out. Et tu l'as dit, t'as déjà expérimenté ça. Aujourd'hui, comment tu fais pour gérer cette pression, gérer ton quotidien et ton équilibre? Ma vision du burn-out, c'est, j'ai l'impression qu'on mélange ça souvent à un excès de travail ou mettre trop d'heures dans la semaine, etc. Et je pense que le burn-out vient souvent, enfin, en tout cas dans mon cas, c'est venu quand t'avais une perte de sens. Et donc, et je le vois même sur Time Left, les 3 premiers pivots ont été durs parce que tu travailles énormément sur un truc qui marche pas. Et en fait, c'est le fait que ça marche pas qui crée, je pense, le burn-out, parce qu'à un moment, tu patines tellement, tu te dis, mais où je vais, qu'est-ce que je fais? Puis tu en reviens à douter. En revanche, là, je travaille de toute façon beaucoup plus qu'avant, mais comme ça marche, en fait, c'est pas du tout la même sensation. Et donc, ce qui peut être dangereux, je pense, avec l'entrepreneur, c'est sa résilience. C'est une bonne chose que ça permet de faire des trucs incroyables, mais des fois ça peut jouer contre toi, ou quand tu t'enfonces trop dans un trou que t'es en train de creuser et ça fait trop longtemps que tu creuses, et comme ça fait longtemps que tu creuses, t'as envie de creuser encore parce que t'as pas envie d'en sortir, et c'est là où ça devient difficile, et tu peux aussi arriver à un moment où tu creuses et en plus t'as pas assez pour te payer, tout devient compliqué, tu t'es stressé, donc ça se passe pas bien avec ta femme et avec tes amis et tout, donc il y a un cercle vicieux qui, je pense, est important de temps en temps de savoir détecter pour justement éviter le burn-out. Ok. Et justement, est-ce que tu auras un conseil, toi, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur, tu vois, un copain qui entreprend, tu vois, qui vient un gros coup dur ou une période compliquée, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Il y a un documentaire que j'aime beaucoup, il s'appelle Stutz, S-T-U-Z, qui est en noir et blanc sur John Hill et qui explique ce qu'il appelle de life force. Il dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu corriges ton sommeil, ton sport et ta nutrition, et que c'est les 3 bases de tout. Et quand ça va pas, déjà, essaye de dormir à la même heure, essaye de faire un peu de sport, essaye de manger correctement, parce que c'est ça ta source d'énergie, en fait. Et quand t'es appauvri de ta propre source d'énergie, tout devient plus difficile.
comme on sait, tu peux passer des heures devant quelque chose, mais si t'es fatigué, bah t'auras pas de focus. Donc en fait, en 1 heure, tu peux faire, enfin en 3 heures, tu pourrais faire l'équivalent de ce que tu fais en 1 heure, enfin réciproquement. Ouais. Mais ouais, je lui dirais, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu fais du sport. Déjà, on essaie de fixer ça, et ensuite, on peut essayer de voir c'est quoi la vraie nature des problèmes, mais il faut déjà réparer sa propre énergie, je pense, avant de s'attaquer à autre chose. Très bon, la base, ouais. Si on creuse un tout petit peu sur TimeLeft, donc il y a une vision très forte sur la connexion humaine réelle à l'heure où tout le monde swipe et télécharge des applis à tout va. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque aujourd'hui, tu vois, dans nos interactions et un manque peut-être mental dans les interactions des gens? Est-ce que TimeLeft répond aussi à ça, à ce besoin finalement de se voir en vrai? Bah oui, les chiffres le montrent. Ouais. On a plus de 2 millions de personnes qui sont inscrites sur l'app en 1 an, donc oui, il y a une vraie traction. On a énormément de presse. La solitude est le nouveau mal du siècle, mais la solitude c'est pas le problème, c'est la conséquence. Et déjà, les gens ils font des fois la confusion. En fait, on se sent seul parce qu'on manque de connexion humaine. On est un animal social et d'ailleurs, on n'a pas perdu cette compétence à être social. Quand tu vas dans les dîners TimeLeft, les gens au bout de 5 minutes, c'est des pipelettes, quoi. Ça parle, ça rigole. On sait ce que se connecter entre nous. Ce qui nous manque, en fait, c'est un moment dans la semaine ou un espace pour le faire. Avant, t'allais dans l'ascenseur, bah, tu disais bonjour aux gens. Maintenant, tout le monde est sur son tel, donc on se parle plus. Avant, t'allais voir tes potes après le bureau. Maintenant, tu passes 1 heure sur TikTok, tu regardes du Netflix, etc. Donc, les nouvelles technologies nous ont rendus isolés les uns des autres, et c'est ça la vraie problématique. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec TimeLeft, bah, c'est juste un moyen très simple, en un clic, tu vas te retrouver mercredi prochain assis à une table avec des gens, quoi. Et donc ça, c'est un shot de connexion humaine et c'est ça qui fait du bien. Ok. Est-ce que tu as vécu, là, malgré tu vois, le contexte plus que favorable, tu l'as dit, des moments vraiment durs alors bon, si on prend vraiment depuis le dernier pivot et depuis... les moments durs qu'on a eu, c'est des moments durs dans une hypercroissance où tout va dans le bon sens. Donc c'est pas les mêmes moments durs que sur les 3 premières années de TimeLeft où là tu te lèves le matin et tu sais pas en fait ce que tu as envie de faire, tu sais pas si ça sert à quelque chose que tu travailles sur ce projet, de toute façon il avance nulle part. Donc ça c'était pour moi vraiment difficile. Et sur les 3 premières années aussi, on n'a pas gagné un seul euro, c'était une application gratuite. Et donc au bout de 3 ans, je m'en suis à m'en remettre en cause. Je me dis mais est-ce qu'en fait je suis un entrepreneur, peut-être que la dernière fois c'était de la chance et que je sais pas faire un business en fait. Donc ça c'était très dur. Et là c'est plus des problèmes de je dirais pas, c'est des problèmes de surmenage, c'est-à-dire il y a trop de trucs à faire, ça va trop vite. L'année dernière on a recruté quasiment 2 personnes par semaine et donc wow, à un moment donné tu vois, plus tu veux faire ton sport et plus tu veux être un mec présent pour ta copine et plus tu veux voir tes potes et le week-end faut que tu ailles voir ta famille. Donc moi j'ai un truc que j'essaye de corriger mais que j'ai du mal, c'est que j'ai envie de faire tout faire et c'est moi-même qui me met dans le rouge, quoi. Ouais. Du coup, tu essayes maintenant de un peu plus compartimenter. C'est une question que j'aime bien. C'est quelle est la leçon que tu aurais dû apprendre depuis tout ce temps et que tu continues à répéter comme erreur. Et moi, l'erreur que je continue de répéter, c'est ça. C'est j'oublie qu'il y a que 24 heures dans une journée. J'oublie que tu peux pas tout faire, quoi. Et que c'est une illusion. Je pense que tu peux pas être 100% sur ton business et en même temps te préparer pour un Ironman et essayer de faire 12 heures et en même temps sortir tous les soirs et tester des nouveaux restaurants, quoi. Faut faire des choix. Faire des nez. Ok. Question un peu hypothétique, ça n'arrivera pas, mais si demain tout s'arrêtait, qu'est-ce que tu retiendrais toi comme leçon là des dernières petites années? Que lancer un business à l'international, c'est plus facile qu'on le pense. Que on vit une époque incroyable et flippante que tu peux faire au lieu d'être, enfin avant il fallait peut-être être 200 pour faire ce qu'on fait et maintenant on le fait à 70. Les AI et les innovations technologiques et tout ce qui est en train de se passer font que je pense, et si je caricature, je pense que dans 5-10 ans, on aura le premier mec qui fera une boîte à 1 milliard à lui tout seul, quoi. Tu vois, je pense qu'on va arriver dans des trucs dingues comme ça. Et donc, si demain, enfin, ça m'a permis de réaliser ça, TimeLeft, de sentir tout ce monde qui bouge autour de nous. Est-ce que je remonterai un truc? Oui, probablement. Oui. Ok. Pour finir sur cette première, on va dire, grosse partie, si tu avais le Maxime Barbier d'il y a 15 ans ou 20 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour gérer mentalement, tu vois, ton parcours? Continue à faire du sport. C'est un des vrais trucs qui te protège de ça. Continue à faire du sport. Ça te permet d'être équilibré, ça te permet de pouvoir encaisser tes excès à la fois en termes de stress, d'alcool, de bouffe, de tout ça.
et continuer à privilégier ton sommeil. Je dors très très bien depuis très longtemps et encore là, je mets pas de réveil le matin, j'ai le luxe de pouvoir me réveiller naturellement. C'est vraiment les deux sujets qui me permettent de faire tout ce que je fais. Top. Super, merci pour tous ces éléments. Je te propose qu'on parle un peu plus précisément d'un défi que tu as réalisé, que peu de gens, je pense, ont fait, qui est de courir 100 km d'un coup sur une journée, sur route. Est-ce que tu peux nous planter un peu le contexte, pourquoi tu t'es lancé là-dessus, où est-ce que c'était, et puis après on va parler c'était en 2022. J'étais à Lisbonne et j'étais en plein dans tout réaliser tous mes rêves et je réalisais des rêves de plus en plus fous, enfin des exploits sportifs de plus en plus dingues. Donc je me suis demandé, je recherchais un peu quel allait être le prochain. J'avais jamais fait de marathon à ce moment-là et c'était à l'époque, j'étais avec mon ex et on regardait une vidéo sur YouTube. Je regardais des vidéos, je tombe sur une vidéo d'un mec qui court 100 miles et je me dis putain 100 miles c'est incroyable, c'est ouf ce qui se passe. Je me dis mais qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de ces gens-là, et en rigolant je dis bah putain il faudrait que je le fasse. Et donc là elle me provoque, elle me dit mais non jamais tu pourras faire ça, c'est too much, bla. Donc forcément le lendemain on y va et je me suis entraîné donc et comme j'aime bien les skis, je me suis dit je vais me préparer pendant 100 jours pour courir une course de 100 km, tu vois. Je trouvais ça pas mal. Alors j'ai mis 120 jours avant de faire mon 100 km, donc j'ai un peu loupé mon défi, mais et je suis parti et donc le lendemain j'ai fait un 10K parce que c'était plus ou moins ce que j'aimais bien comme distance. Et puis au bout d'une semaine je me suis dit, bon il va falloir peut-être que j'ai un plan d'action, et donc j'ai pris un coach qui m'a aidé, un mec qui faisait des trails aussi et des ultra marathons, et on a commencé à définir. Et bon basiquement sans spoiler, c'est assez simple, hein, c'est que faire du volume et enchaîner le volume le plus longtemps possible. J'ai la chance de m'être rien cassé, mais donc j'ai enchaîné 50K par semaine, 70K par semaine, 90, 100, 110, 120 et le 1er mai de l'année 2022 je me suis réveillé à 6h du matin et je me suis dit ok allez, et j'ai fait donc 100K tout seul à Lisbonne comme un grand, et donc je faisais 15 km, je revenais, donc ça faisait 30, je ravitaillais tout seul chez moi, après je faisais 10, je revenais, je me réveillais tout seul chez moi, donc j'ai fait ça de 6h du matin à 19h, donc 12h38. Incroyable. Et est-ce que tu te souviens si la veille ou tu vois ou le matin même, tu mentalement tu savais que t'allais y arriver, ou il y avait vraiment une incertitude? Moi, ma vision du truc, c'est que tu ne sais pas de quoi t'es capable, et que quand j'ai commencé, j'avais jamais fait de marathon, et donc mon premier marathon, je l'ai fait dans un entraînement parce qu'un jour il fallait que je fasse 50K dans le planning, et j'ai fait mon premier marathon tout seul, et sur le coup ça me paraissait waouh, mais ça me paraissait pas du tout surhumain, alors que 3 mois plus tard ça me paraissait une distance folle. Et j'ai fait un premier 50K à l'entraînement qui a été horrible d'ailleurs. Je suis parti trop vite, je l'ai fini dans la douleur et tout. Je me suis dit attends 50 c'est impossible, mais comment je vais faire 100 quoi. Et en fait petit à petit c'est comme l'Ironman, genre j'avais jamais nagé en eau libre et tu te mets 4 km, ça me semble insensé. Mais je trouve que c'est la beauté de ces choses-là, c'est que ça te permet de te montrer de quoi t'es capable parce que c'est visuel, et l'autre chose c'est qu'avec un bon plan d'action, un bon petit, alors il y en a moi j'ai eu besoin de 4 mois pour faire ma course, peut-être il y en a ça leur prendra 1 an, ou ça dépend d'où tu pars en termes de niveau physique, mais je suis sûr que si tu t'entraînes tous les jours, au bout d'un moment tu seras capable de faire ce que tu as envie. Et donc le jour de la course le matin, non. Et la vraie difficulté mentale, ça a été 90 km, où là, tu rentres dans des phases cheloues mentalement, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être redécrire, enfin, je sais pas si t'arrives à te souvenir des émotions, mais en effet, j'ai lu t'as fait un super post que je mettrai peut-être le lien, il est canon, où tu reprends les grosses étapes par étape. Et en effet, sur la fin, on voit que comme tu dis, tu rentres dans des zones où le cerveau part un peu. C'est il y a longtemps, donc je pense que le mieux, c'est de relire l'article, mais ce qui me vient en tête, c'est que tu commences à vouloir give up à la fin. Donc au début 50 ça passe, c'est crème, 60 km bon, et puis à 60-70 tu commences à avoir des crampes, donc t'alternes, tu cours, tu marches, et là d'un coup le temps devient long, quoi, tu vois. Puis moi j'étais en plus sur la même distance en plat, il faisait un peu beau, donc bon tu te fais chier quoi. J'avais même s'il y avait 2-3 potes qui venaient de temps en temps faire des 5 ou des 10K, et vers 90 t'as vraiment envie d'arrêter, c'est-à-dire t'en peux plus, tu te demandes pourquoi t'es là, et t'as un débat dans ta tête qui est entre la partie de ton cerveau qui veut abandonner et l'autre partie qui dit mais si on abandonne là à 90 bornes, mais jamais tu t'en remettras jamais, quoi. Et donc t'as une sorte de conflit entre toi. Et moi, l'autre truc que je trouvais marrant avec le mental, c'est la relation avec le corps, où en fait c'est ton mental contre ton corps, et t'as un débat entre les deux, quoi, tu vois.
le mental qui dit bon allez maintenant on repart là, on a dit ça c'est 10 secondes, maintenant on court, et le corps il fait non on repart pas, non. Et donc voilà, et ouais, c'est les trucs qui me reviennent en tête. Est-ce que tu marches un peu aux ancrages positifs, ou tu vois, est-ce que tu te souviens de peut-être je sais pas, il y en a qui s'encouragent oralement, il y en a qui ont des phrases ou des mots clés, tu vois, qui leur permettent. J'ai documenté l'aventure sur mon Instagram, en live, c'est-à-dire que je postais tous les 10 km, je postais mon temps et tout. Et au début, les gens ils rigolaient, puis vers 70-80, j'avais 30, 50, 100 personnes qui en permanence m'envoyaient des commentaires et tout. Donc ça m'a pas mal aidé. J'ai des potes qui sont venus me voir à différents moments. J'ai appelé ma copine à l'époque, tu vois. Donc non, j'ai trouvé une source de motivation externe. C'est comme s'il y avait du public qui m'encourageait. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé très compliqué d'avancer. Je trouve que c'était juste le corps il avançait petit à petit, et puis de toute façon je me suis dit bon je sais plus, il devait être 17h, je me dis bon je vais arriver à 19, au pire il est 22, bon je le finis en marchant. C'est ce que je dis toujours quand les gens ils veulent faire un marathon, je dis faire un marathon en 7 heures c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Faire un marathon en 4 heures, bon, ça commence à piquer un peu, et puis c'est après où ça devient compliqué. Comme moi, quand je me suis entraîné pour mon Ironman, je me suis entraîné en 4 mois. Mon but, c'était de le finir. Voilà. Alors après, au début, 16 heures, peut-être pas, faut pas abuser. Puis après 15, 14, ça me semble une bonne target. Et puis j'ai fait 13, quoi. Et j'étais très content. En revanche, faire 10 heures au Ironman, c'est pas du tout le même mindset, c'est pas le même entraînement, tout ça, tu vois. Donc je pense que les gens ils oublient ça. Il faut vraiment se poser la question de est-ce que tu veux le faire pour le faire, ça, est-ce que tu veux être marathonien, voilà. Mais ça veut dire le finir, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps. D'ailleurs tu peux le faire hors compétition et voilà. Ou est-ce que tu veux faire un temps, mais c'est pas le même mindset. Ok. Est-ce que tu te souviens mentalement avoir vécu deux épreuves complètement différentes entre ton Ironman full, qui est quand même aussi un truc méga costaud, et cette épreuve de 100 km? Est-ce que c'est vraiment deux choses que tu vis complètement différemment, ou est-ce que tu retrouves cet aspect de confrontation corps-esprit? Tu vois, là on en parle, et donc tu me remets dans mes émotions de 100K et de Ironman, et là j'ai un pote qui veut faire son premier demi-Ironman, et je lui dis vas-y, je prends un ticket avec toi, je t'accompagne. Et là, je viens de réaliser que je lui dis, je t'accompagne. Alors que je suis en prépa aéro, que ça n'a rien à voir. Mais il y a 1 an et demi, faire un demi-Ironman, ça me semblait insensé. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est ça la beauté du sport. C'est que quand tu fais ton premier 100K ou ton premier Ironman, tu montes d'un cran dans ton mindset, quoi. Tu te dis, mais attends, ça y est, c'est la base. Je sais faire ça. Et puis, c'est horrible et ça va paraître très cliché, hein. Mais maintenant que j'ai fait un Ironman, je trouve pas que c'est pas si dur que ça. Tu vois. Et donc je trouve ça assez marrant. Ouais, c'est marrant, hein. Comme quoi. Et du coup, est-ce que je le ferai demain? Non, parce que je comprends l'investissement, ça, mais à la fin de l'Ironman, j'ai pleuré en larmes, incroyable moment, tout le monde était là, ma famille est géniale. Là, tu me dis faut refaire un Ironman, je te dis bon, c'est relou, mais ça me fait pas peur, quoi. Ok. Et donc tu penses que tu vas vraiment faire ce 70? Mais par contre, faire un 100 miles qui m'a trotté la tête dans la tête pendant un moment. D'ailleurs, c'est un autre sujet si on peut parler. Je trouve ce qui est assez flippant, je trouve, dans le mental humain, c'est que le lendemain de mon 100K, je me suis dit 100K c'est cool, mais 100 miles c'est pas mal. Et donc c'est marrant, et d'ailleurs on le voit, je pense que tous les mecs un peu barjots qui font des défis des plus en plus ouf, c'est ils ont un truc qui les entraîne de plus. Moi la phrase que j'aime en anglais c'est The only people who go too far can know how far you can go. Et une fois que t'as fait un 100K, tu dis bah en fait tu vois, c'est quoi l'étape d'après? T'as envie de faire un 120, puis t'as envie de faire un 140, puis t'as envie de faire un 160, mais par 40 degrés. Et puis t'as envie de, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a pas de limite là-dedans. Ok, marrant. Donc on suivra si tu fais ce 73 a priori. Je fais c'est pas un 73 mais je fais le longue distance de Deauville. Ok. Voilà, avec mon pote Hotman, et j'ai pris un ticket sans lui dire à ma copine, donc je l'ai inscrit à un olympique, un triathlon olympique, donc on va voir. Elle a essayé les chaussures la semaine dernière, c'est pas gagné, mais on va y arriver. Et t'avais fait, on pourrait reparler de tous tes défis, mais t'avais aussi fait, puisque j'avais repris ta trace, Paris-Deauville à vélo. Est-ce que ça aussi c'était un défi? Tu t'es dit allez, c'est un bon défi, ça. Ouais. Bah j'ai fait une liste de 100 rêves, donc il faut en trouver des rêves, hein. Et au fur et à mesure de mes 2 années, les rêves ont été remplacés par des trucs un peu cool. Et quand j'étais à l'Ironman, un pote m'a dit, tu sais quoi, apparemment Paris-Deauville c'est trop bien, c'est tout droit, c'est tout plat, donc bon bah vas-y, faisons Paris-Deauville, quoi. Excellent. Moins dur que ça n'y paraît aussi. Ouais. Ok. Pour terminer, donc j'ai une série de petites questions, les questions de mental. Tu réponds sans forcément détailler, voilà ce qui te vient. Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes quand ça ne va pas? There is nothing more strong than a little hope who don't give up.
Pas mal. Joli. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Pire conseil qu'on m'ait donné, c'est important de demander l'avis de tout le monde. Ok. Si ton mental était un animal, ce serait quoi? Un chimpanzé. Chimpanzé? Parce que il va partout, saute partout, plein d'énergie. Ok. Si tu devais dîner avec une seule personne, vivante ou morte, ce serait qui? Michael Jordan. Très bon. Est-ce qu'il y a un mot qui te motive instantanément ou qui te donne le sourire? J'allais dire breakfast. Breakfast, t'aimes bien les petits-déj? Le petit-déj, je kiffe le petit-déj. Non, mais workout, l'entraînement, savoir que l'entraînement, c'est vraiment mon moment à moi, quoi. Tous les jours, je m'entraîne 2 heures et c'est mon moment où je déconnecte, je suis avec moi-même, je fais mon truc, ça me fait du bien, quoi. Est-ce que c'est un moment particulier, tu vois, c'est tous les soirs, tous les matins? Ou ça dépend du sport. Là, en Aerox, j'ai besoin d'avoir une salle qui est un peu libre pour faire mes propres entraînements, donc c'est tous les jours de 15h à 17h que je suis off. Okay. Ouais. Trop bien. Quelle est selon toi la pire erreur mentale qu'un entrepreneur puisse faire? Ce truc de résilience. J'ai 2 potes autour de moi qui sont en train de s'enfoncer dans un truc où c'est obvious que ça n'ira nulle part et ils continuent à creuser. Et je pense que il y a un moment où, et c'est très dur en tant qu'entrepreneur de savoir quand ça y est, il faut pivoter, quoi. C'est ça, je pense, le problème d'un mental d'entrepreneur, c'est que t'es tellement convaincu que ton idée elle est bonne que tu veux pas accepter l'échec. Et donc je pense que c'est subtil, quoi, entre accepter l'échec et ça. Ça roule. Si tu pouvais ne jamais ressentir une émotion, ce serait laquelle? Ouf, c'est une dure question, ça. J'allais dire la faim, mais non. Une émotion. Non, je pense pas. Je pense que toutes les émotions doivent être ressenties. Ouais. Très bonne réponse. Est-ce que tu serais plutôt Ultra Trail ou Ironman? Bon, maintenant j'en ai fait un, je te dirais Ultra Trail parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Non, Ultra Trail, je trouve que c'est funky. C'est vraiment funky. Est-ce que tu préfères faire un marathon sans entraînement ou un pitch devant 1000 investisseurs? J'aimerais pas faire un pitch devant 1000 investisseurs sans être sûr que ça soit une bonne idée ce que je dois faire, quoi. Ouais. Et un marathon sans entraînement, c'est une longue après-midi, quoi. Mais non, ça me fait pas peur. Est-ce que tu es plutôt bain froid tous les matins ou sans burpees dès le réveil? À choisir, je ferais bain froid tous les matins. Ouais. T'as déjà fait ouais, j'en fais souvent, j'adore. Ouais, j'en avais un chez moi à Lisbonne. Non, c'est un vrai truc. Ouais. Top. J'en choisis juste une ou deux pour terminer. Est-ce que tu préférerais gravir l'Everest ou traverser l'Atlantique à la rame? Oh, l'Everest, ça me ferait trop flipper d'être en plein milieu de l'eau. Non. Tout seul au milieu du truc. Ouais, l'Everest, 1000 fois. Ok. Allez, une dernière. Est-ce que tu préfères vivre une vie 100% intense mais plus courte ou longue et tranquille? Il y a une phrase que j'ai postée il y a pas longtemps, c'est la plupart des gens meurent à 40 ans mais on les enterre à 85. Donc je choisirais vraiment une vie intense, toute proportion gardée, mais plutôt riche que longue et un peu sans saveur. Top. Très bonne fin. Qu'est-ce que tu... Peut-être en conclusion, est-ce que, alors, soit tu as un truc à partager, tu vois, un truc sur le mental, quelque chose que tu aimes, ou